Bonjour. Alors, on m'a demandé donc de présenter Michel Sapanet, qui n'a pas besoin d'être présenté, mais juste peut-être quelques mots. Bon, tout à l'heure, comme il y aura une dédicace, vous savez qu'il est connu pour ses chroniques judiciaires. Et ces chroniques relatives à l'autopsie judiciaire, il en est au 5e opus. Ça s'appelle justement donc Autopsie. C'est absolument passionnant. Il y a une trentaine d'affaires à peu près qui ont été regroupées dedans. Et ça me fait penser, le titre, à une autre occasion où j'avais invité Michel Sapanet donc à un jury de thèse sur l'histoire de l'autopsie judiciaire cadavérique au XIXe siècle. C'était une de mes étudiantes qui soutenait. Et Michel Sapanet avait accepté d'être dans le jury. Et il avait commencé donc à proposer un certain nombre de descriptions. Et j'ai vu les premiers rangs de l'assistance commencer à se tasser, à reculer, etc. Parce que Michel Sapanet donnait des descriptions sur les insectes qui habitaient la dépouille mortelle en fonction des différents âges et des différentes heures. Voilà. Alors, toujours est-il que donc, Michel Sapanet donc, a travaillé dans ses ouvrages qui sont absolument passionnants parce qu'on a à la fois la scène de crime, des reconstitutions, des autopsies. On a aussi des entrées autour du procès d'assises, comment l'expert est sollicité, à quoi ça correspond. Et puis Michel Sapanet, donc, vous le savez aussi, donc, est responsable depuis 15 ans maintenant, hein, je crois que c'est ça. J'ai essayé de calculer. Depuis 2000. Très bien. Bon, c'est un peu plus, alors. Donc, de l'unité médico-judiciaire du CHU de Poitiers, c'est quand même là une lourde responsabilité, parce qu'on est confronté quand même à toutes sortes de situations. Mais Michel Sapanet a quand même le sens de l'humour que l'on voit donc apparaître comme ça dans un certain nombre d'ouvrages, de propos. Et puis vous le savez aussi, mais c'est juste pour rappeler, Michel Sapanet donc est un petit peu un couteau suisse également, si je puis dire, puisqu'il a eu toutes sortes d'activités. Il a participé donc à des émissions de radio, donc les grosses têtes, émissions de télévision qui s'intitulait Non élucidé. Et puis là, j'ai appris tout à l'heure, il m'a confié qu'il a été aussi conseiller donc scientifique dans un film où Toretton jouait. Voilà, donc vous voyez donc Michel Sapanet, si je peux dire, avec toutes ses facettes, qui va donc maintenant donc nous présenter sa conférence pour à peu près 1 heure. Merci à vous. Merci Frédéric, c'est très gentil. Voilà, donc le fait divers, mais que s'est-il passé ? Vous avez là toute la question qui va ressortir le jour du procès d'assises. Et donc, inévitablement, le médecin légiste a une certaine expérience de ce qui, pour vous, sera un fait divers, peut-être, un jour, et qui, pour lui, est son activité professionnelle, on va dire, standard. Alors, les faits divers au regard des petites histoires de légistes, lorsque j'ai proposé ce titre, je ne savais pas trop dans quoi je me lançais. Je n'ai pas été déçu. Alors peut-être que vous-même serez choqué par certains de mes propos. On pourra en discuter à la fin, bien évidemment. Je ne veux pas vous faire des descriptions horribles. Mon objectif n'est pas de vous couper l'appétit, ni de vous faire passer un mauvais week-end. Mon objectif est simplement de vous faire comprendre en quoi le médecin légiste qui est confronté aux faits divers les plus violents est devenu au fil des années un observateur privilégié des comportements humains. Ça va de la scène de crime au procès d'assises, en passant par l'autopsie, en passant par la reconstitution criminelle, mais également plus récemment lors de la prise en charge des victimes. Alors pour vous faire comprendre, puisque tout le monde ne sait pas ce qu'est la médecine légale réellement, pour vous faire comprendre, je vais vous parler un peu de l'évolution de cette spécialité, en particulier depuis 1985, puisque c'est la date à laquelle j'ai commencé cette activité. Sandra Memento avait, donc était l'étudiante dont parlait Frédéric Chauveau il y a quelques instants, a fait une thèse remarquable de plus de 1200 pages en exploitant les archives départementales de la Vienne et des Deux-Sèvres dans les coulisses de l'autopsie judiciaire.
Et donc, elle a étudié particulièrement l'expertise cadavérique dans la France du XIXe siècle. Alors, elle aurait pu rajouter la France du Poitou. Et elle a soutenu sa thèse en 2009. J'ai eu beaucoup de chance d'être invité parce que cela m'a donné un recul que je n'avais pas jusque-là sur l'autopsie médico-légale en France. Certes, j'avais mon recul depuis 1985, mais je ne connaissais pas comment ça se passait au XIXe siècle. Et je dois avouer que j'ai fait des découvertes qui m'ont un peu effrayé à cette époque, dans la mesure où finalement j'ai établi un petit tableau comparatif de la médecine légale au XIXe siècle, qui était son objet de thèse, jusqu'à la médecine légale que je pratiquais au début du XXIe siècle, très précisément dans les années 2000-2010. Les sources de comparaison m'ont montré que au XIXe siècle, il n'y avait pas de formation pour les légistes. Au XXIe siècle, ils étaient formés, mais avec une disparité de formation très importante. Et la médecine légale, contrairement à ce qu'on pense, n'était pas une spécialité exclusive, comme peut l'être par exemple la chirurgie viscérale ou la gynécologie. Non, c'était le plus souvent exercé par des médecins libéraux. C'était le cas en particulier dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Médecins libéraux qui faisaient finalement les autopsies en fin de journée après leur activité clinique du quotidien. Au total, au XIXe siècle, quand un praticien, donc médecin généraliste aussi, mais à l'époque il n'y a pas vraiment beaucoup de spécialités, avait fait 20 autopsies dans sa carrière, c'était un maximum. En 2010, les exigences pour passer les diplômes, c'était d'avoir fait en 2 ans 40 autopsies. Donc vous voyez la différence de formation qu'il pouvait y avoir. Et actuellement, en moyenne, les internes qui passent 4 ans en médecine légale font de l'ordre de 200 autopsies. Donc il y a un effet d'échelle qui a complètement transformé le paysage médico-légal en ce qui concerne son exercice proprement dit. Au XIXe siècle, il y avait déjà des recommandations des grandes écoles. Il y avait comme grande école Paris et surtout Lyon, accessoirement Lille. À partir de ces grandes écoles, il y avait une société savante et il y avait des gens qui s'intéressaient particulièrement aux cadavres, puisque finalement, les principales préoccupations de l'époque, au XIXe siècle, c'était l'infanticide, l'avortement et la mort criminelle. Voilà. Les victimes n'existaient pas dans le paysage médico-légal, même si Tardieu déjà avait décrit les enfants maltraités et le syndrome de Silverman, ce syndrome qu'on obtient quand on frappe l'enfant régulièrement, qui entraîne des hématomes, des ecchymoses et des fractures. Actuellement, la situation a été radicalement changée, puisque, j'y reviendrai, on considère que 90% de l'activité médico-légale est consacrée aux victimes vivantes. Donc vous voyez que nous sommes très loin de l'image du médecin légiste. Le médecin légiste contemporain est un médecin légiste des vivants. Ça peut paraître paradoxal, mais je vais vous expliquer comment on en est arrivé là. Un médecin légiste travaille sur réquisition de la justice et il n'y a pas de changement depuis le XIXe siècle, c'est toujours sur réquisition. La mission, elle est toujours la même, déterminer les causes et les circonstances de la mort pour les morts et déterminer les conséquences des violences pour les vivants. L'exercice de l'autopsie au XIXe siècle, il se faisait dans des locaux totalement inadaptés, puisque en fait, souvent, ça se passait sur les lieux mêmes du crime, où on mettait le corps sur un tréteau ou sur une table de cuisine, et on faisait l'autopsie sur place.
Au début du XXIe siècle, je ne dis pas que ça avait disparu, mais il y avait quand même des structures éparses, funérariums, donc qui sont des institutions privées, les morgues des hôpitaux, qui sont un peu mieux équipés, mais on comprend bien que dans les années 2000, on n'avait pas à disposition le plateau technique d'un CHU. Quant à la rémunération, alors elle s'était bien, améliorée avec le temps, passant d'un équivalent, alors le calcul a été fait d'une façon extrêmement sérieuse, mais pour une autopsie avant inhumation sur un corps en bon état, en 1811, on était payé de 11 à 20 euros. Et en 2009, on était donc payé, là aussi à l'acte, 138 euros. Ceci en euros constants. Quoi vous dire d'autre? Cette rémunération à l'acte, elle est donc restée la même jusqu'en 2010. Et donc, pendant tout le 19e et 20e siècle, elle a été la source de nombreuses difficultés pour percevoir les rémunérations, puisque la justice était toujours mauvaise payeuse, on va dire. Alors, finalement, je m'apercevais, au terme de cette thèse, que le 19e et le 20e siècle n'avaient rien changé dans la gouvernance des autopsies. Ça se passait toujours chacun chez soi dans son département. C'était toujours le procureur qui allait chercher son médecin légiste. Alors ils avaient des favoris, donc il y avait un lien qui se créait entre procureur, juge d'instruction et médecin légiste. Et quand on avait plusieurs choix, selon le procureur, c'était un tel ou un tel. Voilà. Mais c'était toujours au choix du procureur. Et finalement, cette situation n'a commencé à changer qu'en 2010. Donc vous voyez, je vous parle d'hier. Et c'est ainsi que le XXIe siècle a vu naître un corps de spécialistes exclusifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à vouloir améliorer la situation de la médecine légale, on a commencé par étudier les inconvénients de la situation de son exercice au XXe siècle. C'était les morts le sujet principal. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de légistes. Quand bien même on aurait voulu faire examiner toutes les victimes vivantes, ce n'était pas possible. Une autre des activités que les médecins légistes avaient plus ou moins récupérées selon les régions, ce pouvait être la médecine pénitentiaire, c'est-à-dire la médecine en centre pénitentiaire, ce qui est une conception un petit peu bizarre, parce que ça peut se comprendre du point de vue de l'organisation, mais que je sache, les médecins légistes ne sont pas les meilleurs spécialistes des pathologies courantes, quelles qu'elles soient. Et puis, c'est vrai que cette dispersion de l'activité un peu n'importe où, dans les funérariums, dans les hôpitaux, qu'à la demande du procureur ou du juge d'instruction, venait aussi du fait qu'en 1958, quand on a créé les CHU, il y a eu une occasion ratée, parce que dans les CHU, on a mis toutes les spécialités, mais les médecins légistes de l'époque ont dit « il n'est pas question que la médecine légale rentre dans les hôpitaux ». Donc, moralité, à part quelques centres particuliers qui avaient pu bénéficier d'une intégration hospitalière, alors je vais reciter Marseille, Paris, non même pas Paris, Paris est à part. Paris dépend de la préfecture de police, même pas du ministère de la Santé, donc c'est vous dire. Donc Lille, oui, Rennes, Angers, les gros centres, quoi. En dehors des gros centres, pas de médecine légale à l'hôpital. Et donc, quand moi je suis arrivé au CHU de Poitiers, que j'ai demandé la création d'un service, en 2000, avant 2000, on m'a dit « Docteur, il n'y a pas de budget. » Et puis d'ailleurs, vous êtes payé pour ça. Pour faire les autopsies, vous êtes déjà payé par la justice. Alors déjà, l'hôpital vous paye, mais en plus la justice. Vous trouvez ça normal? Bon. À 138 € la journée de travail, plus les suites derrière, ça allait encore.
Donc il y a eu un rapport d'enquête sur les pratiques de la médecine légale en France. Rapport Jardet, qui date, alors c'est un député de la Somme, député d'Amiens, qui a été diffusé en 2006. Olivier Jardet, c'est un médecin légiste, en plus d'être chirurgien, il est chirurgien, médecin légiste et député. Et donc, la conclusion a été qu'on devait centraliser les actes les plus techniques, autrement dit les autopsies, parce qu'il y avait une différence de traitement des cadavres qui était considérable d'une région à l'autre. Dans un coin, ça serait une autopsie vite faite dans un petit funérarium sans équipement, et dans l'autre, ça serait une autopsie faite dans un CHU avec tout le plateau technique qui va avec. Donc cette volonté de centralisation, elle s'est faite en centralisant toutes les autopsies judiciaires sur les centres hospitalo-universitaires, les CHU, et de fait, Poitiers est devenu le centre de référence des autopsies judiciaires pour sa région, c'est-à-dire la région Poitou-Charentes, Vienne, Deux-Sèvres, Charente-Maritime. La réforme des régions n'a rien changé à ça, ça reste toujours d'actualité. Cette réforme qui a été, au terme du rapport Jardet, 2006, qui a été donc appliquée à partir de janvier 2011, vous voyez, il faut du temps pour que les politiques se mettent en route, a créé donc des instituts médico-légaux partout où il n'y en avait pas dans les CHU. Et donc on s'est retrouvé avec une trentaine d'instituts médico-légaux, Paris étant exclu du problème, puisque Paris dépendait de la préfecture de police et dépend toujours de la préfecture de police avec tout un tas de problèmes, puisque son budget est moitié préfecture de police, moitié ville de Paris. Et donc il y a des investissements à faire. Quand vous avez deux patrons, vous imaginez les difficultés du directeur actuel de l'Institut de médecine légale. Quand il demande à la mairie, on lui dit oui, mais la préfecture, et inversement. Alors à Poitiers, on n'a pas ce problème, on a une enveloppe d'1,6 million à peu près par an pour gérer toute notre activité. Ça comprend le prix du stylo, le prix du papier, le salaire de la secrétaire, le salaire du chef de service. Ça comprend tout, y compris pour 20% du montant, les frais d'investissement et d'entretien. Alors cette réforme, elle a eu un autre effet très attendu et en même temps avec une organisation au départ un peu bancale. Pour argumenter la nécessité de faire une médecine légale hospitalière, il y avait comme axe possible donc de s'occuper des vivants. Il y a des pays où ça ne se fait pas du tout. En Espagne, un médecin légiste, il travaille avec les services du procureur, il dort au palais de justice s'il est de garde, et donc il est entièrement dévoué à la cause des morts. À l'opposé, en Suisse, ils ont développé à l'extrême la prise en charge des victimes vivantes depuis déjà de très nombreuses années, et au Canada, ils ont une avance largement supérieure sur notre organisation. Alors, dans les années, moi, dès que j'ai fréquenté le milieu médico-légal dans les années 1985, j'ai constaté que les universitaires étaient en recherche de ce qu'ils appelaient une définition de la médecine légale. Ça fait paradoxal d'aller réfléchir, quand on est universitaire, à la demande, à une définition de sa spécialité. Qu'est-ce que c'est un médecin légiste ? Bon, j'avoue que arrivant de l'extérieur, sans tellement de connaissances sur le fonctionnement de cette spécialité, j'étais un peu surpris que des gens en soient encore à se demander qu'est-ce que c'est ma spécialité. Enfin, vous demandez à une gynéco qu'est-ce que c'est votre spécialité, grosso modo, elle ne va pas avoir de problème de définition. Et nous, on avait un problème de définition. Mais on avait un problème de définition au regard d'une considération principale qui était qu'on voulait faire financer notre activité.
Voilà. Donc, dans ce cadre-là, un professeur de médecine légale de Saint-Étienne, qui a également une pensée politique assez aboutie, a suggéré qu'on définisse la médecine légale comme la médecine des situations de violence, de toutes les situations de violence, c'est-à-dire aussi bien les violences physiques que psychologiques, les violences économiques, chez les vivants et chez les morts. Alors, chez les morts, bon, on avait tout centralisé dans les CHU, donc ce n'était pas un problème. Comment faire pour les vivants? Alors, pour les vivants, il a donc été décidé de créer des unités médico-judiciaires. Chaque CHU a eu son unité médico-judiciaire. Ça, c'était automatique. Et puis quand même, comme il y avait des endroits où il y avait beaucoup de victimes et qu'il n'y avait pas de CHU, dans certains endroits, Orléans par exemple, on a créé une unité médico-judiciaire. Mais ce résultat a été que si vous étiez dans les Deux-Sèvres, vous n'aviez pas d'unité médico-judiciaire où consulter un médecin légiste, alors que si vous étiez à Poitiers, c'était le cas. Si vous étiez à La Rochelle, vous n'aviez pas personne pour faire votre examen. Et donc, il y a eu, pendant 10 ans, une anomalie sur la répartition des unités médico-judiciaires, l'ensemble de la réforme devant loger dans un budget annuel d'environ 56 millions d'euros. Voilà, le fonctionnement de la médecine légale en France, en 2010, était prévu pour 56 millions d'euros. Alors, une goutte d'eau par rapport au prix des écoutes téléphoniques. Un exemple comme ça, en passant, ça n'a rien à voir, mais bon. Avantage, ce jour-là, mon directeur général n'a plus pu me dire « Docteur, je n'ai pas le budget ». Parce que le budget, c'était le budget judiciaire. Le budget, il passe par la justice, il est versé aux ARS qui le reversent aux hôpitaux. Et c'est un budget ciblé, ce qui est une exception dans le cadre de l'activité hospitalière. Quand vous êtes chef de service en gériatrie et que vous voulez absolument, je ne sais pas, développer par exemple un robot empathique pour aider les vieux dans votre service d'hospitalisation, vous allez rentrer en concurrence avec le cardiologue qui, lui, a besoin du dernier modèle de robot interventionnel pour faire ses opérations à cœur fermé. Bon. Et donc, il y a un arbitrage qui est fait. Et moi, j'avais toujours eu la difficulté, jusqu'en 2010, jusqu'au 15 janvier 2011, très précisément, cette difficulté budgétaire. Docteur, mais vous n'avez pas de budget. Et à partir du 15 janvier, quand on me disait « Docteur, vous n'avez pas de budget », je disais « Monsieur le directeur général, vous savez pertinemment que la justice vous verse 1 million d'euros, puisqu'à l'époque c'était 1 million, pour faire fonctionner la médecine légale et que ce budget est ciblé. Donc je ne rentre en concurrence avec personne et vous avez les sous. Donc j'ai besoin d'eux. Et je faisais ma liste. Bon, c'est pas pour ça que ça a été développé facilement, mais on y est arrivé. En 2021, donc dans ce paysage d'une médecine légale finalement en nette amélioration, il apparaissait quand même que les budgets étaient insuffisants pour un deuxième volet de l'activité médico-légale des vivants, parce que le vivant, finalement, quand il vient à l'UMJ, il vient faire constater des blessures. Bon. Vous êtes pris un coup dans l'œil, vous avez porté plainte, vous êtes allé au commissariat, le commissariat a fait une réquisition pour nos services, vous avez eu un rendez-vous avec nous et vous venez pour le constat. Et à partir de ce constat, on va déterminer un nombre de jours d'incapacité totale de travail. Alors, ce n'est pas l'arrêt de travail, c'est plus subtil. C'est le nombre de jours pendant lesquels votre activité est diminuée, voire abolie pour certaines activités de la vie quotidienne. Par exemple, vous levez, vous lavez, vous habillez, faire vos courses, préparer vos repas, manger, aller aux toilettes, pour les petits besoins comme les gros. Et donc vous allez comprendre très vite, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un vous bouscule dans la rue et vous pousse violemment en arrière, dans un réflexe malencontreux, au lieu de vous mettre en boule,
vous mettez les 2 poignets comme ça, vous atterrissez sur les 2 poignets et vous faites 2 fractures du scaphoïde, un à droite, un à gauche, c'est un petit os du poignet. Bon, alors c'est bête parce que le scaphoïde, pour qu'il consolide, il faut bloquer le poignet et le coude. Et donc, on vous met un plâtre ou un équivalent qui vous prend le poignet, le coude, jusque-là, sur les 2 mains. Je vous laisse imaginer le gros besoin aux toilettes. Vous avez besoin d'une aide. Cette aide va durer pendant 45 jours. Et après, quand on va vous ôter les 2 plâtres, il va falloir quand même une quinzaine de jours pour que vous arriviez à refaire comme avant. 45 plus 15, 60, 60 jours d'incapacité totale de travail. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec le travail, hein, bien évidemment. Alors, il est rapidement apparu que, en fait, la volonté, au départ, c'était de prendre en charge les victimes du point de vue du constat. Ça, c'était en 2011. Mais, en arrière-pensée, certains se sont dit non, la prise en charge du constat judiciaire, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Donc, il faut faire une prise en charge globale de la victime. Prise en charge globale, c'est un circuit de soins. Donc, j'ai le regret de vous annoncer qu'au CHU de Poitiers, désormais, vous êtes soigné aussi par des légistes. Bon. Qui feront votre autopsie si nécessaire, mais qui espèrent vous voir plutôt vivant et plutôt pour, finalement, des conséquences minimes de votre agression. Alors, actuellement, on en est là. Donc, on a un circuit organisé pour l'accueil des victimes, et en particulier pour les femmes victimes de violences conjugales. Parce que ça, c'est encore un autre problème. La violence banale du bord de la route avec les 2 automobilistes irascibles qui se foutent un poing dans la gueule, ça existe, mais ce n'est pas le plus difficile à prendre en charge. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est les violences intrafamiliales. Alors, intrafamiliales au sens large du terme, mais conjugales en particulier. Alors, conjugales, on est loin du conjoint marié, tout et tout. Hein. C'est, maintenant, le conjugal, c'est tout ce qui est un lien qui déborde l'amitié, qui est proche de l'amour ou du sexe, au choix, hein, pas de préférence particulière, chacun vit sa vie, entre 2 personnes qui sont genrées à leur convenance. J'espère que je suis clair. Bien. Je n'ai pas d'avis sur la question. Ça m'est complètement égal. Voilà, donc on prend toutes les victimes, quel que soit leur genre, en charge. D'un point de vue d'abord constat. Après, on travaille avec les urgences, parce que s'ils ont besoin de radio, d'un soin, et tout, on travaille avec les urgences. Mais derrière, comme il y a une prise en charge qui est plus compliquée, déjà, il y a les choses dont vous avez entendu parler. Hein, chaque fois qu'il y a une agression quelque part, il y a une cellule d'aide médico-psychologique, psycho, voilà, pour votre psychisme. Eh ben, on s'occupe aussi de votre psychisme. Alors, bon, sur le ton de la boutade, je pourrais dire oui, le médecin légiste s'occupe aussi de votre psychisme. Il fait l'autopsie de votre âme. Alors Mélanie Voyer, qui est psychiatre en médecine légale, tout comme Alexia Delbrey d'ailleurs, dirait que je raconte n'importe quoi. Elles ont partiellement raison. Toujours est-il que nous avons des psychiatres qui s'occupent des états de stress post-traumatique ou des états de stress aigu qu'on peut constater chez les victimes, quel que soit d'ailleurs leur circuit, que ce soit des violences conjugales ou pas. Alors ça a complètement changé. Voilà. Après, on ne s'étonne pas qu'on fasse 90% de notre temps avec les vivants. Moi, mon rêve, c'était les morts. Faire parler les morts, le pied, leur faire dire la vérité, leur faire raconter les choses, comment se sont passées les choses. Qu'est-ce qui s'est passé avant les 40 coups de couteau fatals? Bon, et on arrive à les faire parler. Il est exceptionnel qu'ils mentent. Ça m'est arrivé une fois, avec un monsieur qui avait décidé de faire passer son suicide pour un homicide. Mais il a quand même été démasqué. Par contre, alors les victimes vivantes, c'est plus embêtant. Parce que quand vous recevez quand il y a des violences réciproques, on voit les deux.
Donc c'est très amusant. On entend les deux histoires. Je ne sais pas pourquoi, ça ne colle jamais. On en déduit, enfin moi j'en ai déduit qu'il y avait une propension à modifier la vérité, peut-être même mentir. Des fois, il y a des gros mensonges, même pour des choses extrêmement graves. Bon, il faut le savoir, et après on fait avec. Alors, ce tableau, qu'est-ce qu'il a changé dans notre activité? Alors, déjà, pour vous rassurer, sur les homicides en France, en 1988, pour 100 000 habitants, on avait 2,79 homicides par an. En 2019, c'est 1,36. Donc, contrairement au bruit qui court, les homicides ne sont pas en augmentation flagrante. Alors, il peut y avoir des petites variations d'une année sur l'autre, en particulier dans la région de Marseille. Voilà. On a mis à part les actes de terrorisme, comme le Bataclan, qui ont créé un pic artificiel, évidemment. On va vous dire, il y a une explosion des tentatives d'homicide. Alors, ça c'est en particulier Alain Boer qui dit ça. Il a observé que, effectivement, les qualifications de tentatives d'homicide étaient de plus en plus fréquentes. Et elles sont en augmentation de plusieurs milliers par an. Mais en fait, quelle est la différence entre l'homicide et sa tentative? L'homicide, vous êtes mort. Le résultat est obtenu. La tentative, peut-être que vous aviez l'intention, mais ce n'est pas certain. Et en fait, la tentative, c'est une qualification de l'infraction. Moi, je suis flic au commissariat de police, alors pas le planton de base, mais je suis flic enquêteur au commissariat de police de Poitiers. Si je vois arriver un cas de violence et puis qu'il y a une petite trace de strangulation sur le cou de la victime, je vais mettre tentative d'homicide. C'est bien connu, la strangulation, c'est pour étrangler les gens et pour les tuer. Donc je mets tentative. Ça va être instruit comme une tentative d'homicide. Ça va améliorer mes stats, mes statistiques. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment quoi faire de cette augmentation des tentatives d'homicide qui pourrait être un problème de qualification pénale exclusivement. Alors, donc face à un tableau où les homicides sont à peu près stables à quelques variations, on constate que depuis la réforme de la médecine légale, si on prend l'ensemble des autopsies judiciaires qui ont été faites en 2011, alors hors Paris, parce que Paris, donc je vous ai dit, alors il y a Paris, Île-de-France. Île-de-France, il y a, j'ai les statistiques, mais Paris, c'est la préfecture de police, c'est l'Institut de médecine légale du Quai de la Râpée, qui est bien connu, et donc qui ne communique pas ces chiffres. Voilà. Enfin, en tout cas, on n'arrive pas à les trouver. Alors, hors Paris, 2011, 7200 autopsies. 2019, 10 628. Augmentation, 47%. Examen externe. Alors, l'examen externe, c'est je vous déshabille et je vous examine sans vous ouvrir. 2700 en 2011, 4800 en 2019, augmentation 77%. Et donc, on pourrait se dire, mais s'il y a de plus en plus d'autopsies, c'est bien qu'il y a de plus en plus de crimes avec homicide. Non. C'est simplement que les procureurs, maintenant, demandent beaucoup plus d'autopsies parce que, de toute façon, elles sont comprises dans un forfait. Donc, ça ne leur coûte pas plus cher d'en avoir ou de ne pas en avoir. Par contre, les examens complémentaires ne sont pas compris dans le forfait, ce qui pose quelques petits problèmes. Donc en fait, c'est simplement un principe de précaution. Maintenant, les gens admettent de moins en moins qu'on meurt dans un EHPAD à 101 ans, ou chez soi, mais ça c'est presque suspect, mourir chez soi maintenant. Et donc systématiquement, le procureur ouvre un très beau parapluie qui s'appelle le médecin légiste. Voilà, donc l'ensemble de la profession a réalisé 260 000 actes en 2021.
avec 82 000 examens de personnes gardées à vue au commissariat, 142 000 examens de victimes et 10 429 autopsies. Mais le principe est que maintenant, l'activité du médecin légiste est beaucoup plus vaste et on a un rôle central dans la prise en charge, l'écoute, l'accompagnement des victimes de violences. Bon, je ne suis pas sûr que j'y retrouve ma vocation initiale, même si je comprends la nécessité de cette prise en charge. Alors, au regard du fait divers, puisque c'est comme ça qui nous intéresse, la plupart des faits divers dans lesquels est impliqué un médecin légiste sont ceux qui concernent les morts. Parce que le mort a finalement cette capacité à nous interpeller, à nous faire dire « mais comment est-ce que c'est possible ?» Alors comment est-ce qu'il a pu lui asséner 141 coups de ciseaux? Oui, avec le temps, j'ai vu mon record personnel grimper. Au début, mes meilleurs scores, c'était 20-30 coups de couteau dans une seule affaire. Après, mon record a longtemps été celui d'une personne présentée comme sans domicile fixe qui avait été victime d'un gentil de ses compagnons, parce que ce n'est pas un milieu très tendre. Là, j'en avais 79 coups de couteau. Après, il avait brûlé le corps pour être sûr que ça me ferait chier de les compter, mais j'y suis arrivé. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de sang d'ailleurs, parce que bon, ça reste plutôt à l'intérieur. Il n'y a que si on vous coupe les gros vaisseaux, si on vous égorge, enfin les plaies par balle, oui, ça c'est des choses qui peuvent saigner, mais sinon il n'y a pas vraiment beaucoup de sang en général. Donc c'est ça qui intéresse finalement les gens. D'ailleurs, ce jour-là, quand j'avais fait la scène de crime, c'était à Saint-Benoît, c'était un jour où il y avait l'émission Masterchef, et il y avait une recette de cuisine que je ne voulais pas louper, mais c'est foutu. Après, j'ai découvert le replay. Je sais évoluer aussi. Donc, j'étais allé dans Saint-Benoît, dans un espace qui s'est récemment plus construit maintenant, et pas très loin d'un EHPAD, et c'était très amusant. Il y avait tous les vieux de l'EHPAD qui étaient sur les terrasses, c'est pas dans leur fauteuil roulant, ou pas d'ailleurs, en train de regarder ce qui se passait à 300 mètres. Il y avait des gyrophares de toutes les couleurs. C'était un grand moment. Alors j'ai raté ma recette. L'auteur s'était échappé, il a essayé de tuer une femme qui a dû son salut qu'au fait elle s'est défendue. Donc là, du coup, c'était une tentative d'homicide. Donc il a, une fois qu'il a été pris, il a pris pour les deux. Et ça a fait... c'est vrai que c'est un petit peu effrayant, quoi. Je suis SDF dehors, je ne demande rien à personne, je me fais tuer. Je suis chez moi, tranquille, j'ai des gens qui font une éruption la nuit, cambriolage, et puis qui me font tellement peur que je fais un état de stress post-traumatique, et comme j'ai 92 ans, après je fais un syndrome de glissement, je me laisse mourir. Voilà, ça parle parce qu'on se sent directement concerné. Après, j'ai quand même toujours cette interrogation. Pourquoi êtes-vous là? Moi, je sais pourquoi, on m'a invité, donc je suis venu. Mais vous, pourquoi êtes-vous là? Êtes-vous morbide? Est-ce que vous avez des questions sur la mort? Parce que ça, les curés, ils répondent plus. Les médecins, dès que vous leur parlez de mort, ils vous disent « Ah non, mais moi, je suis là pour vous soigner ». Donc ils ne vous disent pas comment vous allez finir. Finalement, le seul spécialiste de la mort, ça reste le légiste. Voilà, quelle que soit la forme. Origine infectieuse, cardiaque, gastrique, cérébrale. De toute façon, le spécialiste de la mort, c'est nous. Alors, est-ce que le fait qu'on soit tous concernés, ça vous interpelle quelque part? Bon, il y en a d'autres qui ont dû... il n'y en a peut-être pas d'autres qui vous ont posé ces questions dans ce cycle de conférences, mais il y en a qui se sont penchés très sérieusement sur les faits divers, leur origine et le traitement journalistique. Parce que finalement,
le fait divers n'existe que pour deux raisons. La première, parce que c'était un événement qui, quelque part, au moins en matière d'homicide, va marquer les états forts de la conscience collective. C'est choquant, l'homicide. L'homicide, il est puni partout. Il n'y a pas une société, depuis la nuit des temps, qui n'ait pas puni l'homicide. Alors, je parle de l'homicide habituel, je ne parle pas des faits de guerre, parce que ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est une transgression de la norme. C'est même pire que ça, c'est une transgression de l'essentiel, la vie. Donc, est-ce que c'est ça qui vous interpelle? Est-ce que vous avez des antécédents? Alors, pas de questions sur les antécédents à la fin de la conf. Interdit. Aurais-je une explication sociologique si je faisais une étude de tout un chacun dans cette salle? Je ne suis pas sûr. Et donc, pendant longtemps, je me suis dit, s'ils viennent m'écouter, c'est qu'ils sont morbides. Bon, après, j'ai fait une autocritique. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu regardes à la télé? Les séries télévisées, criminelles. Ça tombe bien, il y en a de plus en plus. Bon, moi, je ne suis pas réseau, donc réseaux sociaux, je veux dire. Voilà. Alors, comment est-ce que je vais vous raconter ce fait divers à mes yeux? Bon, je comprends l'intérêt, je comprends après la médiatisation, et c'est là que finalement le fait divers commence réellement à exister. Alors, bon, je ne vais pas vous faire une grande théorie sur le fait divers et le médecin légiste. Je vais simplement vous raconter des petites histoires. Après tout, vous êtes peut-être venus là pour ça. Autoroute A10, 5 novembre 2002. Près de Coulombiers. Vous voyez, au sud de Poitiers, pas très loin, un brouillard dense à 9h du matin apparaît. Et comme les gens sont inconscients, ils continuent à garder la même vitesse, où ils lèvent tout juste le pied dans le brouillard, se disant que ça va passer. Manque de bol, il y en a un qui a ralenti. Il se fait percuter par un poids lourd qui met la voiture en travers, qui percute une autre voiture et qui commence un incendie. Ça commence bien. Le tout dans un brouillard où la visibilité est estimée à 30 mètres. Visibilité 30 mètres, vitesse moyenne sur la file de gauche, 110 km/h. Bon, inutile de vous dire qu'à 110 km/h, 30 mètres, vous ne vous arrêtez pas. Déjà, quand vous voyez l'obstacle, vous avez à peine le temps d'appuyer sur le frein. Donc c'est fichu. Et ils vont s'encastrer les uns dans les autres. Et ça va durer sans doute un certain temps. Et là-dedans, il y a donc une 50aine de véhicules, une 30aine de blessés graves, et il y a un certain nombre de morts. Et le fin du fin, c'est qu'il y a aussi des camions. Alors l'avantage du camion, c'est que vous n'avez pas besoin de l'artiste César pour faire des compressions. Dans l'eau, j'avais une superbe Laguna. Alors ça m'avait fait frémir parce que je m'étais dit, la Laguna, finalement, c'est pas très solide. C'était ma voiture, la Laguna. Moi, la mienne, je l'aimais bien. Mais celle que je voyais, les pneus avant et les pneus arrière se touchaient. Vous voyez, la voiture, elle était longue comme ça. Et dedans, il y avait 2 personnes. Et en plus, le feu était venu et puis il y avait tout cramé. C'était un régal. Alors, figurez-vous que, bien évidemment, il a fallu travailler. Bon, déjà, premier effet, je me suis fait surprendre. Parce que je n'avais pas imaginé que ça pouvait être comme ça. Un médecin légiste, quand c'est pas... il faut développer un principe simple que j'utilise au quotidien maintenant dans ma vie. On n'est jamais déçu par le pire, mais il faut l'avoir imaginé avant. OK ? Donc voilà, on a imaginé, après cet événement, on a imaginé l'accident nucléaire à Civaux, l'attentat au Futuroscope. C'est bon le Futuroscope, ça vous ferait un attentat, ça serait merveilleux.
Attentats de masse, bien sûr. On a imaginé les catastrophes naturelles, mais bon, les tremblements de terre à Poitiers, c'est assez peu... voilà, on n'est pas allé jusqu'à la guerre, mais on imagine assez bien ce que ça peut représenter. On a imaginé le crash aérien, bien sûr. Je vous rappelle qu'à une époque, le Concorde a décollé de Poitiers. Hein, donc, il aurait pu s'écraser à Poitiers aussi. Voilà. Et après, il faut travailler. Et ce jour-là, j'ai fait... Ça faisait 400, le site de l'accident, entre le premier véhicule et le dernier, faisait 450 mètres. Et tout avait brûlé. Mais pas tout de suite, hein. Les voitures étaient intriquées, les sauveteurs étaient arrivés, ils avaient sorti ceux qui étaient vivants, ils n'ont pas eu le temps de s'occuper des morts, et puis là-dessus, l'incendie est arrivé. Voilà, ça s'est passé comme ça, en fait. Hein. Ils étaient déjà morts avant que l'incendie arrive. Il n'y a pas eu de cramés vivants. Il y a eu des fantasmes. Oui, on a vu une jeune femme avec 2 petits-enfants qui hurlaient dans les flammes. Mais en fait, non. Bon, après, ils avaient refait la chaussée. Il y avait une petite bosse à un endroit. Alors, dans le genre les plaisanteries stupides, je disais « Ah oui !» Quand je passais dessus, j'ai un blong. Je dis « Ah !» Ça, c'est la maman et les 2 enfants qu'on n'a jamais retrouvés. Je vous ai prévenu, ça peut choquer. Ça peut choquer parce que ce que vous constatez, là je suis obligé de faire de l'humour, parce que sinon je vais mal dormir avec ce que j'ai constaté ce jour-là. Hein, je fais je fais à pied avec le procureur de la République d'ailleurs, qui lui avait pas prévu le coup, il avait ses beaux mocassins en cuir, et son beau pantalon et son beau costard. Moi j'avais la tenue de combat du légiste, grosse godasse qui risque rien, hyper épaisse, tenue de protection de la tête aux pieds. Et c'est vrai que quand on est arrivé dans les débris de l'incendie, il a regretté d'avoir gardé les mocassins. Enfin, c'était trop tard, il ne pouvait pas y aller pieds nus. Voilà, donc je fais mon truc et je me dis, mais par où je vais commencer? Puis après, on nous dit, il y a 5 morts. Ah bon, où ça? Dedans. Ah, dedans, les 450 mètres, ouais. Bon, il va falloir les retrouver. Donc prendre les voitures les unes après les autres, vérifier. Il y en avait 2 dans la Laguna, ceux-là, on a eu un peu de mal à les trouver. Et puis après, il a fallu organiser les autopsies, les identifications, parce qu'on voulait dire qui était mort. Est-ce qu'ils étaient déjà morts quand ils avaient été carbonisés? Est-ce qu'ils avaient souffert? Parce que toutes ces questions, c'est avec les familles allaient poser des interrogations. Il faudrait y répondre. Donc on a travaillé comme ça, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Samedi, c'était la dernière journée, c'était accueil des familles. Le vendredi et samedi matin, accueil des familles parallèles. Oui, parce que les gens ont des vies parallèles. Bonjour docteur, c'est ma secrétaire. Il faudrait que vous veniez, je ne comprends pas très bien. Il y a une dame qui dit qu'elle vient, mais qu'elle est la femme de monsieur Untel. Mais la femme de monsieur Untel, on l'a déjà vue hier. Et c'est pas la même. Oui. On va donner les explications aussi, il n'y a pas de raison. Voilà, on a découvert, oui, des vies parallèles. Et pendant tout ce temps-là, alors ça faisait le fait divers de la Nouvelle Rep et de Centre Presse, évidemment. Alors là, on avait tout. Ça nous a même servi pour informer les familles. Il y avait un superbe schéma avec vue aérienne de l'accident. Et donc, quand on a accueilli les familles, on leur a dit, voilà, on va vous expliquer que ça va être difficile. Bon, oui, mais on voudrait savoir, parce que les gens, ils veulent savoir. Pas de problème, je suis là pour ça. On voudrait savoir, est-ce que vous êtes sûr que c'est lui? Alors d'abord, on va vous montrer la voiture. Alors la voiture, vous n'avez pas à la reconnaître, parce qu'elle a brûlé, mais les gendarmes ont identifié avec le numéro du moteur et du châssis. Donc c'est de façon certaine, c'est votre voiture. Oui, bon. Et il était dedans. Oui. Et alors là, on sortait la photo aérienne de la Nouvelle Rep. Et on montrait, voilà, c'est cette voiture-là. Ah, oui, parce qu'il y a un tas de tôles au milieu de tôles qui sont toutes noires. Forcément, on a du mal à imaginer. Bon, mais comment vous savez que c'est lui? Alors voilà.
vous nous aviez dit qu'il avait été opéré du genou, il y avait une vis dans le genou, voilà, donc on a vérifié, cette personne a une vis dans le genou droit, c'était bien le genou droit, oui, oui. Et puis on a vérifié auprès de votre chirurgien dentiste, qui avait les fiches, donc on a retrouvé les couronnes, les bridges, etc., etc. Ah bon? Mais vous êtes vraiment sûr? Oui, oui. Puis là, il y avait l'officier de police judiciaire qui disait, en plus, on a les effets personnels. Bon. Mais vous avez quoi? Eh ben, on a la carte bleue. Enfin, bleue. La carte bancaire. Oui, parce qu'elle s'appelle bleue au départ, mais après l'incendie, elle est plus bleue. Elle est en partie rongée par les incendies. Et on disait, ben, vous voyez ce que ça fait sur une carte en plastique. Il faut que vous imaginiez que, votre défunt, il a été abîmé par l'accident, il a été abîmé par le feu. Ah oui, mais vous pouvez me dire de quoi il est mort? Ben oui, oui. Non, mais parce que c'était sous-entendu, est-ce qu'il est mort brûlé vif? Bon. Alors on expliquait, bon voilà, on a fait l'autopsie, on n'a pas trouvé de fumée dans la trachée. Vous savez, la trachée, c'est le tuyau qui est là, qui sert à respirer. Quand on est dans un incendie, quand on est vivant dans un incendie, on aspire les fumées, il y a des suies dans la fumée. C'est pour ça que le détecteur de fumée, c'est indispensable chez vous. Bon. Et donc, on n'a pas trouvé de suie. Et on a aussi dosé des produits de combustion dans le sang de votre défunt. Et dans le sang du défunt, il n'y avait pas de monoxyde de carbone ni de cyanure, qui sont les produits qui se dégagent de l'incendie d'une voiture. Ah bon? Donc, vous êtes sûr? Mais alors, il est mort de quoi? Alors là, ça c'est compliqué. Eh bien, sous l'effet du choc, il y a eu une décélération très violente. Hein, c'est comme s'il avait percuté un mur, puisqu'il s'est encastré dans le poids lourd. Et le cœur a éclaté. Donc il est mort instantanément. À un autre, c'était, écoutez, il y a eu un traumatisme crânien extrêmement grave. Il s'est fracassé la boîte crânienne au moment de l'accident. Enfin bon, pour chacun, on avait des causes de mort quasi immédiates ou dans les secondes qui suivaient, ce qui fait que, comme l'incendie est arrivé plusieurs minutes après, on était relativement tranquille. Bon, alors une fois qu'on avait dit tout ça, après arrivait le moment. Mais alors il a souffert? Ben non. Mais comment vous pouvez être sûr? Vous savez, quand vous prenez un choc violent à la tête, vous perdez connaissance. Oui. Bon. Quand votre cœur éclate, il n'y a plus de circulation, vous perdez connaissance. Oui. Quand vous avez 2 fractures du fémur, plus une fracture du bassin, plus le rachis cervical qui s'est disloqué, c'est pareil. Enfin, je ne le disais pas comme ça, mais bon. C'est pareil, vous perdez connaissance et donc vous ne souffrez pas. Ah bon, ah bon. D'accord. On veut voir le corps. Alors là, j'ai eu la tentation de dire, mais vous savez, c'est comme le poulet rôti que vous avez oublié dans le four. Vous n'allez pas pouvoir dire si c'est une dinde ou une oie. Même si une oie, c'est très gros et une dinde beaucoup plus petit, quand c'est complètement réduit, ça réduit. Ça fait tout un poulet cramé. Il n'y a plus rien à manger. Bon. Et bon, je ne l'ai jamais dit. Mais à chaque fois, je me disais, mais ferme ta gueule. Voilà, parce qu'on avait la cellule d'aide médico-psychologique à côté. Et en face de nous, on avait les gens qui pleuraient. Alors vous imaginez, toute la journée, comme ça, à recueillir un certain nombre de familles et à donner des explications. Il y a des moments, le procureur, il a craqué. Il a dit, bon, je vais faire un tour. Oui, monsieur le procureur, c'est là-bas, la cellule d'aide médico-psychologique. Et donc, la presse suivait ça au fur et à mesure. Alors oui, je voudrais voir le corps. Alors, là, on a dit, vous voyez la voiture? Oui. Elle est abîmée? Oui. Elle est brûlée? Oui. Le corps, c'est un peu pareil. Il est abîmé et il a brûlé. Oui, mais quand même, je veux voir le corps de mon frère. Bon, alors celui-là, c'était le plus dur. À la fin, on lui a dit, écoutez, je vais vous sortir une radiographie du genou de votre frère. Vous avez déjà vu des radiographies de genou? Oui, oui, j'ai eu une intervention sur le genou, ça tombe très bien. Bon, parfait. Et puis, si vous
persistez dans l'idée que c'est une bonne idée de voir votre frère. Il était comment, votre frère? Oh, il était aimable, il était gentil, il était drôle, il faisait ceci, il faisait cela. Bon, puis à la fin, il dit oui, mais je veux le voir quand même. Je dis oui, mais vous savez, ce qui serait peut-être une bonne idée, c'est de garder le souvenir de votre frère plutôt que le souvenir de son corps. Non, non, je veux voir son. Bon, alors, on passe un deal. Pendant 1h30, je vais vous montrer la radio. Si vous persistez, vous sortez de l'hôpital pendant 1h30. Je ne peux pas vous voir. Vous réfléchissez, vous revenez. Et puis si vous persévérez, on vous montrera d'abord la housse et après le corps. D'accord, je peux voir la radio? Oui. On sort la radio. Bon, alors, la radio, c'était simple. Il y avait le genou. Vous savez ce que c'est, le genou? Au-dessus, il n'y avait plus rien, et en dessous, il n'y avait rien non plus. Sur la radio, il n'y avait que le genou, avec 2 bouts d'os. Il a vu ça, il a dit, bon, d'accord, ça va, j'ai compris, c'est pas la peine, je renonce. Donc, le fait divers, alors là, je peux vous dire que la presse, on nous a fait un beau catalogue d'images. J'ai un dossier de presse qui doit faire 2 kilos, rien qu'avec la Nouvelle République. Mais ça, c'est parce qu'on était à Poitiers, ça a duré 5 jours. Le fait divers a occupé la presse régionale 5 jours. Parlons des informations nationales. À 10h du matin, sur les chaînes en continu, grave accident sur l'autoroute A10, gna 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 gna, tant de véhicules, patati patata. Bon, ils ont passé toute la journée, les reportages, la boucle, hein, en boucle, ah ben il y a 8 morts, ah ben non mais finalement il y en a peut-être 9, ah oui mais non mais on n'est pas certain, patati patata. Et puis, donc ça c'était le 5 pendant toute la journée, donc à 11h du soir toujours les actualités. Et puis, dans la nuit du 5 au 6, sur la ligne de train Paris-Munich, il y a un wagon-lit qui prend feu, avec 12 morts. Et le lendemain matin, aux infos nationales, catastrophe sur la ligne de train Paris-Munich. Le steward a bloqué la porte pour éviter que l'incendie se propage. 12 personnes sont mortes et nous n'avons plus entendu parler de l'autoroute A10. Un clou chasse l'autre. C'est le propre du fait divers. Alors maintenant, on a mieux. On a les enquêtes parallèles avec la médiatisation en direct. Je peux vous parler de Jubilard. Vous avez tous votre idée. Et c'est d'autant plus intéressant que le mystère et le doute planent. Ainsi, BFM TV ont réussi à maintenir des reportages de façon quasi quotidienne sur la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, du 25 novembre 2022 au 4 mars 2023. Sans avoir d'informations réellement consistantes par les enquêteurs. Mais ils faisaient leur enquête. Alors, dans les faits divers, on a aussi autre chose. Le retour sur les cold cases. Alors, des cold cases, on est comme tout le monde, on en a un certain nombre. Je ne les citerai pas tous. On n'est pas forcément responsable, nous. Hein. Si ce n'est pas sorti, la réponse est bon. C'est souvent parce qu'il n'y avait pas de données suffisantes. Alors j'ai X de Dissay, parce que celui-là on ne l'a jamais identifié, qui date de 1993. À Dissay, dans un petit bras dans une petite mare de flotte, on a un agriculteur qui voit une main qui sort de l'eau, qui est en train de baisser. Donc quand même, il comprend tout de suite qu'il y a un corps. Perspicace. Hein. La main était quand même réduite un peu, macérée, et on commençait à voir les os. Quoi. Et puis les gendarmes sortent la victime. Alors, une balle dans le thorax, qui était restée, une balle qui avait traversé la tête. Le tout enveloppé le tout pieds-mains liés, enveloppé dans une bâche avec des plots en béton, des bordures de trottoir, histoire d'être sûr que ça coule. Celui-là, on ne l'a jamais identifié.
Et si on n'identifie pas, la piste, elle s'arrête très vite. On a une autre affaire, par exemple, l'affaire Olivier Fargue, en 2004. Un étudiant qui est retrouvé torse nu, pieds nus, dans 2 sacs poubelles, près de l'Institut médico-éducatif de Mignaloux-Beauvoir. 14 coups dans la tête, 120 prélèvements réalisés pour faire l'ADN. L'enquête a été reprise par les journalistes, après avoir été pourtant poussée à l'extrême par les juges d'instruction, mais rien à faire. On n'a pas de solution à ce jour. Ça sortira peut-être un jour, mais bon. Donc ça sert à faire des émissions intéressantes, où je participe d'ailleurs de temps en temps, comme Affaire non élucidée. Voilà, et ça passe à la télé, ça vous permet d'avoir peur la nuit ou le soir. Et voilà, comme j'en suis toujours dans mes morts, je vais vous en raconter une petite dernière pour illustrer mon propos sur les rapports entre le fait divers et ce qu'on peut appeler le fait de société. Je commence par l'autopsie, c'est le plus simple. Alors j'ai la victime. Donc vous avez bien compris, hein, on a l'auteur, la victime. Alors la victime, elle est plutôt grande, plutôt maigre, et manifestement, elle s'en est pris plein la tête. Sur le visage, j'ai eu une quinzaine de coups. Dans la boîte crânienne, j'ai une hémorragie. C'est ce qu'on appelle un hématome sous-dural. Alors c'est compliqué à expliquer, mais bon, c'est un hématome qui se constitue entre le cerveau et une membrane qui est au-dessus du cerveau. Et ça, c'est caractéristique des mécanismes d'accélération-décélération. Comme dans les bébés secoués, pareil. Secouez-moi, bébé orangina. Vous prenez le bébé, vous le secouez comme ça. Il a la tête qui fait ça. Et il y a le cerveau qui tape la boîte crânienne en avant, tape la boîte crânienne en arrière, tape la boîte crânienne en avant, tape la boîte crânienne en arrière. Il finit par faire un hématome sous-dural. Dans le meilleur des cas, il reste neuneux. Non, pardon. Dans le meilleur des cas, il meurt. Dans le pire des cas, il reste neuneux. Là, c'est pareil. Chez l'adulte, ça existe aussi. Ça dépend de la force des coups. Et donc là, vous imaginez. Alors, j'ai aussi des hématomes comme ça. J'ai aussi des hématomes sur le bas-ventre, 19 hématomes sur le corps, 11 sur le visage. Bon, les circonstances sont claires. On connaît la victime. Et elle est connue pour fréquenter l'auteur, bien sûr. Tous les deux ont une vie de merde, on va le dire comme ça. Une enfance où tous les deux ont été maltraités, aussi bien la victime que l'auteur. Des rapports avec la famille absolument désastreux. D'un point de vue professionnel, on navigue entre chômage et RMI. Voilà, mais ils se sont retrouvés et une histoire d'amour est née. Mais l'amour, de temps en temps, c'est un peu l'amour, c'est pas toujours en douceur. Alors ce jour-là, c'est tous les deux des adeptes de la picole. Hein. Voilà. Ce jour-là, ils boivent dans leur chambre d'hôtel. Une dispute éclate, on ne sait pas quel est le motif, on ne sait pas qu'est-ce qui a commencé. Mais ce qui est évident, c'est que l'auteur a tapé avec les poings, mais vraiment très fort, puis avec les pieds. Et d'ailleurs, l'auteur dira plus tard, les nerfs plus l'alcool, tout s'est enchaîné, mais je ne pensais pas que ça en arriverait là.
Alors, le lendemain, il est un peu... pas très bien, quoi. Donc, il va chez le médecin généraliste. Parce qu'il n'est pas mort tout de suite, hein. Non. Il va chez le généraliste, parce qu'il a une plaie de l'oreille qui n'arrête pas de saigner. Donc, bon, le généraliste commence à s'en occuper. Puis, tout d'un coup, le malheureux dit oh, « je ne me sens pas bien, je vais vomir ». Avant que le médecin n'ait rien eu le temps de faire, il vomit. Puis après, il tombe dans le coma. Mais ça, c'est la classique description de l'hématome sous-dural et de ses conséquences. Donc ma victime, elle est là, prise en charge par le SAMU. Au départ, c'est pas terrible. Elle est très vite dans le coma. Et puis, elle est transférée au CHU de Poitiers, puisque c'est là que les traumatismes crâniens graves finissent par mourir. Et donc après, c'est l'enquête de police, c'est l'auteur qui est interpellé. Et le jour du procès, j'ai donc dans mes yeux le souvenir de cette victime, alors grande mais fluette, plutôt belle, malgré sa vie instable, malgré l'alcool. Bon, un petit peu quand même, la peau alcoolique, c'est pas de très bonne qualité. Et dans le box des accusés, j'ai l'auteur, alors, une carrure de déménageur. Pas très grand, carrure de déménageur. Des mains, on dirait des battoirs. Le crâne, cheveux hyper courts. Un visage massif. Un regard un peu triste. Bon, il est aux assises. Hein. Aux assises, l'avantage d'arriver, au moment où le directeur d'enquête raconte ses constatations, c'est que vous finissez par tout savoir de la vie des gens. Donc là, c'était un couple improbable. L'accusé connu pour des tendances homosexuelles, mais ça ne l'empêchait pas d'aller voir. Jadis, on disait à voile et à vapeur. Bref, tatouage, une bête. Qui va prendre 8 ans. En fait, je ne vous ai pas tout dit. La victime s'appelle Jean-Philippe et l'auteur, c'est Catherine. Vous aviez imaginé que c'était un féminicide ? Ouais. C'est un a priori. Le fait de société, c'est, par exemple, la notion de féminicide. Vous avez vu qu'on fait un effort spécial pour la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales. Jadis, on parlait des violences intrafamiliales et des violences conjugales, sans a priori de genre. Parce que les violences faites aux femmes sont majoritaires par rapport aux violences faites aux hommes par les femmes, maintenant, on a organisé un système qui prend en charge effectivement les femmes dans un circuit parfaitement organisé. Mais 15% des victimes de violences conjugales sont des hommes et ont été tués par un conjoint féminin. Alors la question qui se pose, c'est, et que commencent à se poser certains en médecine légale, est-ce que la notion de féminicide est pertinente ? Car à classer, à analyser les phénomènes de violence intraconjugaux au regard du genre, eh bien, il nous manque un pan complet de ces fameuses violences conjugales qu'on ne peut pas comprendre parce que l'homme victime est exclu du circuit. L'homme victime, il vient, quand il consulte pour des blessures faites par son conjoint, sa conjointe, il arrive
dans le circuit classique de l'agression, au bord de la route, l'automobiliste, le petit con qui s'est énervé, le toxico qui faisait son trafic et tout et tout. Voilà, il se retrouve avec ces gens-là. Il ne se retrouve pas avec la prise en charge dont je vous ai parlé au début. Voilà, donc je ne suis pas certain que mon propos soit très conformiste, mais je pense que la prise en charge des violences, ça ne se conçoit que dans un contexte non genré, et c'est là où finalement le médecin légiste peut avoir un rôle en attirant l'attention dans les faits divers sur le fait que des faits divers qui se transforment en faits de société peuvent induire des biais. Fera-t-on des femmes des catégories de victimes particulières? Je ne sais pas. Pour l'instant, dans le code pénal, ce n'est pas le cas. Alors évidemment, mon successeur, le docteur Delbreuil, qui a fait sa thèse sur les féminicides, voilà quoi. Bon, mais c'est pas grave. On peut avoir des avis divergents. Je vous remercie de votre attention. Ah, il y a des questions. Chouette. Alors par contre, on a un micro-baladeur ou pas? Voilà. Allez-y. Alors, excusez-moi, mais je vais repartir. Je m'occupe depuis 35 ans de féminicide. Donc, excusez-moi de vous le dire, votre propos est conformiste. Je me suis occupée dans ce cadre-là d'hommes victimes. Donc, je conçois et je sais, puisque je les ai pris en charge, des hommes victimes. Ça ne détruit en rien qu'un féminicide, c'est un féminicide. Pendant longtemps, il n'y avait que des homicides, quel que soit, comme vous dites, c'était non-genré. Or, en fait, on sait bien que les violences s'inscrivent aussi dans le genre, et donc peut-être que ça peut permettre de réfléchir autrement, sans exclusive. Mais ce qui était extraordinaire quand j'ai pris et créé des groupes pour hommes victimes, c'est qu'on m'a dit, et on voit bien comment ça s'inscrit aussi dans le social, on va voir arriver des petits gars, vous n'aurez personne dans vos groupes, il s'avère que j'avais plus assez de place. Donc, je crois qu'il faut être... c'est très compliqué, et je crois que de déplier ça en l'organisant, parce que c'est pas seulement une histoire, on ne les prend pas en compte, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il faut trouver le terme, à mon avis, qui va définir qu'une victime, c'est une victime, ça c'est en commun, mais que ça ne s'organise pas tout à fait de la même façon. Alors, je suis d'accord. La difficulté est que l'organisation officielle, c'est ça le point sur lequel je veux... je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on fait de la prise en charge de ces hommes? Parce que pour l'instant, alors, votre action, elle est parfaite, elle s'inscrit dans ce qu'il faut faire, mais il n'empêche qu'extérieurement, il n'y a aucune visibilité sur un circuit de prise en charge des hommes. Ça va mieux quand même. Je crois que ça va beaucoup mieux, ça va mais mieux. Je crois qu'il ne faut pas être dans le fantasme. Enfin, c'est des situations très compliquées, ça nous convoque, c'est du fait divers, ça part comme ça. Il y a tout un changement de vocabulaire. Oui. Puisque on est passé du passionnel, oui. Enfin, ah oui, on a abandonné le passionnel, le crime passionnel. Voilà, on l'entend encore. Mais je vous signale qu'aux assises, voilà. Maître Taketmik, que j'aime beaucoup et que j'adore mettre en rage, persévère dans le crime passionnel. Bien sûr, ça disqualifie. Enfin, ça, bon, c'est l'excuse à tout, voilà. Le crime passionnel. D'autant que les victimes vont vous parler de passion, souvent, que ce soit des, voilà. Moi, je disais passion, émotion, fusion, destruction. Mais effectivement, c'est tellement complexe à penser parce que c'est une articulation entre l'intime, le judiciaire, le social, et puis les représentations qu'on a les uns et les autres. Tout à fait. Mais... Alors, je crois qu'il ne faut pas être dans le fantasme que les femmes sont... Alors, les femmes sont moins mal prises en charge que les hommes, on va être d'accord sur ça? Oui, mais attendez, on part de très loin. Hein.
Ah, ça, On part de très loin. Je peux vous Donc, dire que quand j'avais fait c'est cette un bon proposition... début, c'est un bon début, mais moi, ce que je regrette... On m'a dit que je créais le problème quand j'ai commencé à l'hôpital à proposer de prendre en charge des gens violentés. On m'a dit que je créais le problème. Donc je sais qu'on part de loin. Alors, moi, je vous remercie tout d'abord pour votre... Excusez-moi. Je vous remercie pour votre intervention, c'était passionnant, on vous écouterait pendant des heures. Et j'ai deux questions. Une, j'aurais voulu savoir tout d'abord qu'est-ce qui vous a conduit ou séduit, si je peux employer ce terme, à être médecin légiste. On a dû vous le demander 10 000 fois. Ouais. Et la deuxième partie, c'est quelle approche avez-vous au niveau spirituel, au niveau philosophique ou autre de la mort? Alors, les deux réponses sont très personnelles. La vocation, elle est venue d'une rencontre, d'un hasard. Voilà. Un hasard, c'est alors dans la chronologie, si vraiment je veux remonter loin, quand j'étais en première, à peu près, j'étais dans une série scientifique et je rêvais d'être chercheur. Vous savez, comme quand on est en première. Hein. Donc chercheur de quoi, je ne savais pas, mais chercheur. D'ailleurs, c'est réussi puisque je suis chercheur d'indices et de vérité. Donc, bon. Mais ce n'était peut-être pas ce que je pensais à l'époque. À cette époque-là, il y a eu la guerre du Biafra. Je suppose que la plupart d'entre vous ne savent pas ce que c'est. C'était un conflit ethnique africain pendant lesquels il y a eu des famines absolument terribles du fait des phénomènes de guerre. Et donc, passer en boucle à la télévision, déjà à l'époque, les petits Biafrais avec un gros ventre, dénutris, en train de mourir. Ça m'avait tellement choqué que je me suis dit, finalement, je vais faire médecine pour soigner les gens. Le temps que je finisse ma médecine, Kouchner avait fait Médecins sans frontières, donc déjà le créneau était disparu. Et puis après, je m'étais aperçu au terme d'un remplacement que je n'étais pas fait pour la médecine générale. Parce qu'il y avait, toujours le même principe, trop d'écoute avec des gens qui, en face de moi, de temps en temps, se fichaient un peu de moi. Ils venaient pour des répétitions d'arrêt de travail, des choses comme ça qui ne m'apparaissaient pas particulièrement justifiées. Donc je m'étais aperçu que la médecine générale... Alors, pendant ce mois-ci, j'ai fait des trucs extraordinaires. J'ai sauvé un coma hypoglycémique à domicile. J'ai fait le diagnostic d'une fièvre typhoïde. J'ai fait des beaux diagnostics, mais le fonds de commerce du médecin que je remplaçais, c'était les arrêts de travail. Et puis les mecs, ils venaient, bonjour docteur, je viens pour que tu me renouvelles mon arrêt de travail. Oui. Bon, voilà. Et c'était ça à longueur de journée. Donc j'ai dit non, ça c'est pas possible. Je suis désolé Eric, je n'avais pas très bien compris ce qu'était la médecine générale. Mais bon. Donc du coup, comme j'avais des copains dentistes, je me suis dit, je vais faire stomato. Stomato, les soins de la bouche et des dents. Là. Voilà. Donc j'ai fait ma stomatologie, puis à la fin de la stomatologie, comme j'étais à Nantes chez un patron qui s'appelle Jean Delaire, qui était de réputation internationale, et qui remettait des visages dans le bon sens, vous savez, le prognate, donc on corrige le prognate, le rétrognate, enfin toutes ces anomalies-là, je m'étais dit, il faut que je fasse chirurgie maxillofaciale. Donc j'étais resté dans le service, et j'avais un deal sur 5 ans pour faire chirurgie maxillofaciale. Et pendant cette chirurgie maxillofaciale, pendant cette formation, un flic est arrivé. Alors pas le flic de base, hein, le flic. Avec une petite caisse dans laquelle il y avait un crâne sec. C'est-à-dire il y avait le squelette d'une tête, le haut et la mâchoire. Et il voulait savoir, parce qu'il savait que c'était une jeune femme, puisqu'ils avaient retrouvé le corps réduit à l'état de squelette dans des habits féminins, donc ça c'est un a priori genré, mais bon, ils avaient vérifié avec le bassin était celui d'une femme, donc ça c'est une certitude scientifique. Mais maintenant qu'il savait que c'était une femme et jeune, il voulait la description du visage pour faire un portrait robot, pour lancer ça partout, pour avoir une piste. Et là, j'entends mon patron dire, bon, alors, elle avait un visage plutôt rond, avec ici une lèvre supérieure courte, là un sillon marqué entre la lèvre inférieure et le menton, 2 pommettes saillantes, un nez plutôt légèrement retroussé, la fente des yeux plutôt orientée vers le haut, etc., etc. Je me suis dit, oula! Alors, après, j'ai vite compris, à force d'opérer les gens de l'os, vous voyez les changements du visage.
Quand vous déplacez l'os, vous déplacez les parties molles. Et mon patron avait instinctivement cette correspondance entre le squelette et les parties molles. Voilà. Donc c'était pas très compliqué. Mais après, j'ai discuté avec le flic. Et donc là, il m'a parlé de la médecine légale. Ah, c'est fantastique cette spécialité, j'aurais voulu faire médecin légiste, etc., etc. Il m'a raconté ce qu'il faisait. Je me suis dit, ah bah ça, il faut que je fasse ça. Donc j'ai fait ça, mais je n'avais pas imaginé les asticots, mais ça c'est autre chose. Bon, ça c'était pour votre première question. La deuxième sur la philosophie, on va rejoindre les asticots. Moi, j'ai une vision assez simple des choses. J'ai tendance à penser que la mort est une sorte de panne d'électricité et de gaz, tout en même temps. Donc il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image et il n'y a plus rien. Je n'ai pas des souvenirs d'avant ma naissance. Je pense que je n'aurai jamais de souvenirs d'après ma mort. Donc j'ai pris le parti de me dire que les questions auxquelles je ne pouvais pas répondre étaient soit des questions parce que la science n'était pas assez avancée pour prouver que Dieu existe, soit des questions qui n'avaient pas de sens. Alors plutôt que me prendre la tête avec les questions qui n'avaient pas de sens, au bout de 10 ans de psychanalyse, j'ai abandonné l'idée qu'il puisse y avoir une vie après la mort que je voyais tous les jours. Voilà, et je vis très bien avec. Parce que du coup, la vie est précieuse. Il vaut mieux vivre sa vie que... ça n'empêche pas d'avoir une morale, une éthique, une sensibilité, etc. Donc voilà, j'ai pris des petits accommodements avec... Je vais y aller. Merci Michel Sapanet. On a largement dépassé le temps, il va nous falloir libérer la salle. Mais si vous le souhaitez... Il y en a un qui a une question, là j'y tiens. Il y en a deux. Si, je vais répondre vite, S'il vous plaît. On vous attend à la librairie pour une dédicace. Ouais, j'arrive. Je suis désolé, c'est encore une question personnelle. Vous semblez assez détaché des autopsies que vous faites. Ouais. Et donc nous, sans doute par confort émotionnel ou intellectuel, on se dit que c'est un homme ou une femme. Est-ce que vous êtes toujours détaché quand il s'agit d'enfants ou de nourrissons ? Moi, j'ai un travail à faire. Alors, au début, si vous voulez, c'est vrai que tant que vous n'avez pas d'enfant, l'enfant, ce n'est pas un problème. Le jour où vous commencez à avoir un enfant, d'abord, vous vous dites « Ah oui, mais il ne faut pas qu'il fasse la mort subite du nourrisson », parce que ça, je ne supporterai pas. Puis après, quand vous en avez un autopsie, forcément, il va vous rappeler, voilà. Et puis, au bout d'un certain temps, il y a un principe de réalité très simple. Si vous êtes envahi par les émotions, vous ne pouvez plus travailler. Voilà. Donc, comment on fait ? On fait comme tous les gens qui font ça. On a une tâche, on a des indices à trouver, des questions à se poser, des réponses à apporter. Donc, c'est ça qui prime sur tout le reste. Avant l'autopsie, c'est une personne. Après l'autopsie, c'est une personne. Pendant l'autopsie, c'est un objet d'étude. Et tous les moyens sont bons pour trouver la vérité. Eh bien, merci tout le monde. Merci à vous.